Bonsoir à toutes et tous. D'habitude, on remercie l'assistance d'avoir bravé le froid. Là, on remercie l'assistance d'avoir bravé la chaleur, je dirais même la canicule. Je chauffe la salle. Je chauffe la salle, c'est ça. Alors, ce soir, nous avons la grande joie d'avoir José de los Llanos, qui va nous présenter un personnage assez truculent de la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, qui est la comtesse de Verrue. Alors, José, nous avons fait connaissance il y a 30 ans. Nous étions en partance pour Saint-Pétersbourg, où nous faisions un convoiement pour un réaccrochage de la Danae de Rembrandt au musée de l'Ermitage, qui avait été abîmé par jet d'acide. Et chacun de nous avait sa petite mallette pour venir attester de la présence de la Danae de Rembrandt dans les collections Crozat. Donc, vous étiez à ce moment-là au musée du Petit Palais, puis vous êtes passé au musée de Bordeaux, vous êtes passé au musée Cognac-G, et à l'heure actuelle, vous êtes au musée Carnavalet. Et vous avez présenté une remarquable exposition en début d'année dernière sur la Régence. Alors, ce soir, vous allez nous présenter un personnage qui, je disais qu'il était truculent parce que les perles d'entourage, je dirais, d'abord la comtesse de Verrue, elle est née Luynes, elle a épousé le comte de Verrue qui était un Italien. Elle a eu une liaison avec le duc de Savoie, quand elle lui a raconté tout ça. Et surtout, c'est un personnage qui a tenu salon et qui avait une remarquable bibliothèque, comme ces personnages de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle étaient capables d'en avoir. Donc maintenant, je vous laisse la parole. Mon téléphone, je serai peut-être là pour le. Et pour survivre. Pardon, l'installation était un peu lente. Je remercie la Société historique du 6e arrondissement, M. Claire Béchu, qui m'a introduit si gentiment à l'instant. Je remercie aussi beaucoup Marie-Claude Delmas, c'est elle qui m'a proposé de faire une conférence. Et j'ai mis quelques temps avant de lui proposer un sujet, puis on a fini par tomber d'accord. Je vais donc aujourd'hui vous parler de ce personnage très étonnant, dont la vie était un roman. Vous verrez que la formule, si galvaudée soit-elle, n'est pas de moi, dans un instant. D'abord, un peu en réponse à une communication qui a été faite très aimablement sur ma conférence, je pense que ça a été relayé par la mairie du 6e arrondissement. Il m'avait proposé, au moment de rédiger le sommaire, le résumé de ma conférence, une image. Et j'ai proposé le portail, je crois que vous l'aviez sur le petit document, le portail de ce qu'on appelait l'hôtel de Verrue, qui se trouvait au coin de la rue du Cherche-Midi et de la rue du Regard. Et j'ai vu après que la mairie du 6e donc, a relayé le même texte et quelqu'un, c'était une bonne idée a priori, s'est dit mais il faut voir qui était la comtesse de Verrue. Donc en cherchant une image. Si je n'avais pas voulu, dans un premier temps, mettre le visage de la comtesse de Verrue, c'est pour une raison bien simple, je ne connais pas. À vrai dire, plusieurs historiens, plusieurs amateurs ont essayé de mettre le nom de la comtesse de Verrue sur des portraits. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'au
XXe siècle. Le premier, on le connaît par les textes, mais pas par l'image même. C'est un portrait qui aurait appartenu au comte de Rézé, important personnage de la fin du XIXe siècle, qu'il avait conservé dans son château du Breuil, avec ce texte. Ce texte vient d'un ouvrage d'Ernest Quentin Bochart, historien, photographe, qui a été publié à titre posthume après sa mort en 1904. Et il prenait des notes comme ça sur des choses qu'il avait vues. Et il cite donc ce portrait de la comtesse de Verrue chez le comte de Rézé. Ce portrait peint par Rigaud ou Largillière, et je ne sais pas trop qui est l'auteur, appartient à M. le comte de Rézé, et dans un cadre d'époque, etc. Il décrit précisément le portrait, ce qui est intéressant. La comtesse est représentée à l'âge de 25 ou 26 ans, les cheveux bouclés en pyramide, et porte une robe rose décolletée, brochet d'or, bordée d'une riche guipure, retenue au corsage par une émeraude en forme de cabochon. Vous avez le texte sous les yeux, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Cette belle peinture n'a subi aucune préparation et sa conservation est parfaite. On aimerait voir le tableau. Il cite un autre portrait qu'il connaît, dont il a entendu parler, de la comtesse de Verrue, peint en miniature, mais d'une authenticité douteuse. Il a fait partie de la collection du baron Pichon, Jérôme Pichon, le plus grand bibliophile du XIXe siècle et peut-être même de tous les temps. Il se trouve que le tableau qui a appartenu au comte de Rézé est passé en vente après la mort de son propriétaire en 1922. Et là, il est attribué à Alexis Simon Bève. Ça n'est plus le même auteur, le même peintre qui est proposé. Et il est présenté comme étant portrait présumé de la comtesse de Verrue. Alors c'est un peu gênant parce que dans le texte précédent, je ne l'avais pas lu, mais il est dit précisément que le texte porte une inscription Madame la comtesse la C2 Verrue en grosses lettres, comme c'était de tradition au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Alors, ce portrait est-il le même? Sans doute. On n'a pas connaissance d'autres portraits de la comtesse de Verrue dans la collection Rézé. Il ne parle plus du titre de la légende. A-t-elle disparu? Était-elle fausse? Ou arrivée aussi? Et le portrait, à nouveau, a disparu. À aucun moment, il n'a été reproduit, hélas. Donc, je ne peux pas vous le montrer. C'est peut-être le portrait le plus intrigant qu'on posséderait représentant la comtesse de Verrue, mais je ne peux pas vous en dire plus. L'autre portrait que Ernest Quentin Bochart cite, c'est une miniature qui appartenait au baron Pichon. La miniature a disparu, enfin disparu dans une collection, vivante, et on la connaît simplement par cette petite gravure qui a été réalisée au XIXe siècle par Léon Gaucherel et qui normalement agrémente en particulier toute une série d'ouvrages sur la comtesse de Verrue, en particulier le catalogue des peintures, le catalogue de vente, pardon, les peintures de la comtesse de Verrue, catalogue manuscrit, mais qui a été relié, réédité au XIXe siècle. Et donc, on a mis toujours cette même idée. Il fallait voir à quoi ressemblait cette illustre dame. On a mis cette illustration au début de l'ouvrage. Après, il y a le portrait, je reviens à mes premiers mots, le portrait que la mairie du 6e arrondissement donc, a mis en illustration pour ma conférence. C'est un beau portrait, je ne le nie pas. Là aussi, l'attribution est un peu comment dire, fluctuante entre Jacob Ferdinand Wett ou Pierre Mignard. Il est dans le commerce d'art, il est passé à plusieurs reprises effectivement dans des salles de vente et il est présenté en général comme étant le portrait de Madame de Montespan ou peut-être celui de Madame de Verrue, peut-être quelqu'un d'autre, à vrai dire. On n'en sait absolument pas. Je présenterai un dernier portrait, qui est un très beau portrait d'une femme âgée, en deuil, en vêtements de deuil, qui lui aussi a son histoire et sa littérature, puisqu'il apparaît à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec une attribution extrêmement prestigieuse, on l'attribue à Antoine Watteau. Il est censé représenter la comtesse de Verrue en habit de deuil. Alors, l'attribution à Watteau pose des problèmes si c'est la comtesse de Verrue, parce que Watteau meurt en 1721 et la comtesse de Verrue est encore âgée d'une quarantaine d'années, guère plus à cette époque-là. Ça ne peut pas correspondre. En fait, l'attribution à Watteau est assez vite tombée. Elle a été réfutée par tous les spécialistes de l'artiste. Et même la datation du portrait a été plutôt retardée. On verrait plutôt une datation vers au milieu du XVIIIe siècle, avec une attribution possible à Jacques Aved. Donc, c'est un beau portrait, je ne le nie pas.
un portrait qui figure dans beaucoup de littérature autour de Watteau, autour de Rigaud, autour de l'Argilière, mais on n'est pas sûr que ce soit elle. Donc, la comtesse de Verrue reste invisible dans ma conférence, et si j'ai mis le portail, c'est parce que je voulais essayer de raccrocher visuellement comment dire, une image à son nom. Je vais quand même si ce n'est pas le principal de ma conférence, c'est un petit temps. D'abord, rappeler peut-être brièvement, pas toute la bibliographie, je la mettrai bien sûr dans la publication, un peu l'historique bibliographique sur la comtesse de Verrue. La comtesse de Verrue a vécu entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Elle a été extrêmement célèbre à son époque, elle a été extrêmement célèbre pendant tout le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, elle a été réhabilitée dans le cadre de mouvements romantiques comme une figure, comment dire, parfaitement truculente, disait Madame Béchu, est importante de ces époques lointaines, ce qui explique qu'Alexandre Dumas, par exemple, a écrit un roman sur la comtesse de Verrue en 1863 qui s'appelle La Dame de Volude. Paul de Musset, le frère d'Alfred de Musset, lui aussi a fait une petite biographie romancée de Madame de Verrue, parue en 1843, dans un recueil qui s'appelle Les femmes de la Régence. Donc on sent par quel biais on essaye de se réintéresser à cette époque-là à la comtesse de Verrue avec sa vie ô combien tumultueuse. Les premiers textes sérieux, j'allais dire, qui paraissent sur la comtesse de Verrue, c'est faut attendre la fin du XIXe siècle, avec notamment Pierre Deschamps, qui en 1864 publie intégralement le testament de Madame de Verrue dans la Gazette des Beaux-Arts. Louis-Clément de Ris, un illustre historien de l'art, dans Les amateurs d'autrefois, une compilation de biographies, publie une biographie très documentée de Madame de Verrue, usant de tous les textes que l'on connaît, notamment les textes d'archives, j'y reviendrai tout à l'heure, le testament qui est conservé, l'inventaire après décès qui est conservé, et puis tout ce qui, comment dire, documente sa collection, notamment le catalogue de la vente des tableaux de 1737. Mais en fait, il faut attendre le tout début du XIXe siècle. Alors ça, c'est typique de l'historiographie parisienne, j'allais dire, le moment des grandes destructions. Il faut attendre le moment où on détruit l'hôtel où elle est censée, je réserve mon suspense, avoir vécu en 1907, pour ouvrir le boulevard Raspail, pour que la commission du Vieux-Paris produise un texte extrêmement important et très long, plus qu'une communication, à vrai dire, par Gaston Schaeffer, dans le procès-verbal de la commission du Vieux-Paris de 1907. Il s'intéresse à toute l'histoire du bâtiment, mais aussi à l'histoire de la comtesse de Verrue. Et un peu plus tard, donc, nous revenons ici. Je ne sais pas si à l'époque, les conférences se donnaient dans la salle des mariages, mais Paul Fromageau, donc, a publié, qui était un illustre fondateur de la Société historique du 6e arrondissement, a publié entre 1908 et 1913, je pense qu'il est entre 1908 et 1913, en pas moins de 10 livraisons, avec un ouvrage qui au final fait presque 300 pages. Je ne pense pas que c'était en fait le texte de communication qu'il avait fait à l'oral, sinon ça aurait duré trop de temps. Mais tout un texte donc sur la rue du Cherche-Midi. Et la rue du Cherche-Midi en évoquant notamment dans ce texte tous les habitants, pas uniquement les bâtiments, ce n'est pas uniquement de la topographie, mais tous les bâtiments, tous les habitants pardon, de la rue du Cherche-Midi. Et à ce titre, il s'intéresse copieusement à la comtesse de Verrue. D'ailleurs, il rend hommage au texte de Gaston Schaeffer à plusieurs reprises. Donc, un siècle après, vous dites que on peut aborder le même sujet dans la même société, ça n'est pas trop grave. Ensuite, il y a, c'est plus récent, c'est un peu l'historiographie des collectionneurs des collectionneurs de peinture. Surtout, vous allez voir tout à l'heure, c'était vraiment une collectionneuse qui possédait des œuvres majeures. Donc, avec ce nouveau mouvement qui s'est intéressé à partir des documents d'archives, on peut citer beaucoup plus tard dans le siècle, Michael Santo, qui s'est intéressé à la collection de peintures de la comtesse de Verrue dans le contexte des collectionneurs amateurs de peinture des écoles du Nord. Et voir ce qu'on a le colloque paru en 2008. Et puis, il y a toute une série de communications. Alors, ici même, à nouveau, tous les 50 ans, on parle de la comtesse de Verrue dans le 6e arrondissement, par Colette Lamine-Lassalle en 1976, qui a fait une communication très brève, mais sur un point important sur lequel je reviendrai tout à l'heure, sur la comtesse de Verrue.
Et plus récemment, on s'est intéressé à la comtesse de Verru bibliophile, la comtesse de Verru amateur mais collectionneur d'intailles. On s'est intéressé aussi à la comtesse de Verru, comment dire, dans le contexte économique de son existence, surtout à Paris, notamment avec le système de l'As sous la Régence. Et Arnaud Rhin, un économiste, un historien de l'économie plus exactement, a publié en 2018 un très bel ouvrage qui s'appelle La politique du merveilleux. Je ne vais pas reparler du système de Lass, de John Lass et de la Régence. Je pense que beaucoup d'entre vous sont venus voir mon exposition, je l'espère. Vous savez que sous la Régence, entre 1729 et 1720, le régent, donc Philippe d'Orléans, a mis en place un système économique tout à fait révolutionnaire, inventant à la fois des billets de banque, une banque d'escompte qui n'existait pas, et mettant tout cela en relation avec comment dire, une amélioration, enfin, une accélération du commerce, notamment du commerce international. L'affaire a très bien marché, beaucoup de gens ont gagné de l'argent, puis ça s'est terminé par la banqueroute, que vous savez sans doute, en 1720. Mais c'est une période qui est extrêmement importante pour l'histoire de l'économie, pour l'histoire politique, pour l'histoire de l'art aussi. Et Arnaud Rhin, donc, situe la comtesse de Verru non plus comme bibliophile ou comme collectionneuse d'art, mais comme une des personnalités politiques s'intéressant à l'économie et au système de l'art, et tout ça, comment dire, favorisant ce système, ce nouveau système commercial. Donc, en plus d'être belle, vous ne l'avez pas vu, mais vous allez le voir par les textes que je vais vous citer, en plus d'être une grande dame, grande collectionneuse, il semblerait qu'effectivement, elle était aussi une très fine politique et très fine, comment dire, pas très intéressée, très versée dans l'économie. Alors, je vais aller assez rapidement sur la première partie parce que beaucoup de textes ont été écrits. Il y a eu même un film qui a été fait sur la comtesse de Verru assez récemment, qui s'appelle La putain du roi, pardon pour la grossièreté, mais c'est le titre du film. Je vais évoquer quand même la première partie de la carrière de la comtesse de Verru, celle qui a intéressé beaucoup, notamment les écrivains au XIXe siècle, sa carrière de courtisane, on va dire, ou de favorite. Jeanne Albert de Luynes donc, est née à Paris le 18 novembre 1670, baptisée le 21 novembre de la même année à Saint-Sulpice. Son parrain était Jean-Baptiste Colbert, qui lui a donné ses prénoms Jeanne-Baptiste. Sa marraine pardon, est Anne-Julie de Rohan, princesse de Soubise, sa tante. Les Luynes font partie des familles les plus importantes de cette époque-là. Elle était la fille de Louis-Charles d'Albert, deuxième duc de Luynes, et donc la petite fille du premier duc de Luynes, Charles d'Albert, qui avait été le favori de Louis XIII et son connétable, qui avait été une des personnalités les plus importantes du début du XVIIe siècle. Et Louis XIII l'avait fait duc et père. Vous savez que dans l'aristocratie de l'Ancien Régime, rien n'était mieux, rien n'était plus haut comme degré de l'aristocratie que d'être duc et père. Donc les Luynes, les aînés, portent le titre de duc de Luynes depuis 1619. Selon Saint-Simon, Jeanne-Baptiste fut bientôt mariée pour arranger en quelque sorte les affaires de son père. Son père n'était pas si fortuné que cela. Je pense pas malgré tout qu'il était pauvre. Et comme le dit Saint-Simon, pardon, elle était la fille du duc de Luynes. Le nombre d'enfants de ce second lit du duc de Luynes, il s'était marié 2 fois, il avait eu 6 enfants de son premier lit. Et son deuxième mariage, donc avec la mère de la comtesse de Verru, Anne de Rohan, a été, comment dire, dans ce deuxième mariage, ils ont eu 8 enfants. Au total, donc, le duc de Luynes avait 14 enfants. Et là, s'il y en avait beaucoup qui sont morts en jeune âge, mais pas tant que cela. Et il y en a 8 qui ont survécu au moins pendant quelques années. Et une des préoccupations donc, du duc de Luynes, comme le dit Saint-Simon, le nombre d'enfants de ce second lit du duc de Luynes, qui n'était pas riche, il le rappelle, l'avait engagé à se défaire de ses filles comme il avait pu. Dans l'esprit de l'époque, les aînés la fortune doit rester concentrée entre les mains des aînés. Les hommes, soit sont envoyés à la guerre, soit sont envoyés en religion. Et les filles, on essaie de les marier comme on peut, distancier. La plupart étaient belles, celle-ci était forte. Donc, vous imaginez, effectivement, la comtesse de Luynes, comment dire, belle, très belle, tout le monde le disait à cette époque. Elle fut mariée toute jeune, en Piémont, en 1683, et n'avait pas 14 ans lorsqu'elle y alla. Sa belle-mère était dame d'honneur du duc de Savoie, monsieur de Savoie,
Le comte de Verru était tout jeune, dit Saint-Simon, bien fait, riche de l'esprit et fort honnête. Donc tout, a priori, commence bien. Hélas, on va suivre Saint-Simon dans sa narration de l'histoire. Il s'aimèrent fort, c'est toujours Saint-Simon qui parle, et passèrent quelques années. On se plaît d'ailleurs à imaginer Saint-Simon un petit peu romantique, c'est-à-dire s'attendrissant sur l'amour de ces jeunes époux. Ils s'aimèrent fort et passèrent quelques années dans son bonheur. Monsieur de Savoie, le duc de Savoie, donc, qui était, comment dire, le maître, j'allais dire, du comte de Berru, le duc de, le duc de Savoie, jeune aussi, et qui voyait souvent la jeune Verru. Il faut savoir que la belle-mère de la comtesse de Verru travaillait pour le duc de Savoie. Le comte de Verru était tout jeune, bon, ah, pardon, et il s'aimait fort. Monsieur de Savoie jeune aussi, qui voyait souvent la jeune Verru par la charge de la douairière, la belle-mère de la comtesse de Verru, la trouva à son gré. Patatras, les amours idéales des premières années sont déjà fortement compromises. Alors après, on passe un peu sur l'histoire. C'est l'histoire qui a enthousiasmé en fait tous les historiens, notamment Alexandre Dumas à cette époque-là. La pauvre comtesse de Verru donc essaye de ne pas céder tout de suite aux avances du duc de Savoie, et pour ce faire, elle essaye de s'appuyer sur sa belle famille. Son mari, le comte de Verru, et sa belle-mère, la comtesse douairière de Verru. Et puis un oncle de son mari aussi, l'abbé de Verru. Hélas, à Simon, on parle beaucoup dans tous ses écrits, sa belle famille, plutôt que de l'aider, essaie au contraire de la précipiter dans les bras de Savoie. Beaucoup d'avantages en étaient attendus, bien sûr, en termes euh, de fortune, d'argent, de position sociale. Et donc, la pauvre comtesse de Verru ne sait plus à quoi s'en remettre. Elle essaie de revoir son père. Elle la rencontre à Chambéry brièvement à cette époque-là. Son père demande à voir l'abbé de Verru pour essayer d'arranger l'affaire. L'abbé de Verru le trompe totalement, de bout en bout. Le duc de Luynes rentre à Paris. La comtesse de Verru, elle retourne en Savoie et elle retombe dans les raies, dans les filets de sa belle famille qui la persécute de plus en plus pour l'inciter à tomber dans les bras de Savoie. Et Saint-Simon reprend. Elle souffrit encore quelque temps, cette affaire est assez sordide, mais la vertu cédant enfin à la démence et au mauvais traitement domestique, elle écouta enfin Monsieur de Savoie et se livra à lui pour se livrer de toute persécution. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, sa vie était une vie de roman. Ah, oui, c'est parce que j'ai trop attendu. Non, 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 c'est vrai. Voilà, donc, Saint-Simon, elle se livra à lui pour se délivrer de persécution. Voilà un vrai roman, dit Saint-Simon. Donc, l'expression de Saint-Simon, on veut dire que la vie de Madame de Verru était un vrai roman. Voilà un vrai roman, mais il s'est passé de notre temps au vu et au su de tout le monde. Bientôt, continue-t-il, la nouvelle maîtresse domina impérieusement toute la cour de Savoie, dont le souverain était à ses pieds avec des respects comme devant une déesse. Là, je passe plus vite. Beaucoup d'ouvrages, même le film vous raconterait l'histoire de la comtesse de Verru, maîtresse officielle du duc de Savoie. Elle s'est retrouvée seule. Le comte de Verru, après avoir manipulé tout le monde et avoir jeté sa femme dans les bras du duc de Savoie, le comte de Verru feint les indignés et il se met au service du roi de France. Donc, la comtesse de Verru, française, se retrouve isolée à Turin. Ses enfants lui sont pris d'ailleurs, parce que le comte de Verru rentre à Paris avec ses enfants, et des enfants qu'il avait de leur mariage, de leur union, et elle se retrouve seule donc à Turin avec le duc de Savoie. Le duc de Savoie, elle a aussi deux enfants, on en parlera tout à l'heure. Cette situation prestigieuse qui devait faire sa fortune était par nature instable. Aux intrigues d'un mari et d'une belle famille intéressée, plaisante, s'ajoutait l'exigence d'un amant jaloux. Le duc de Savoie était extrêmement jaloux et il était prêt de cloîtrer sa femme. Il faut dire que lui-même était, semble-t-il, d'un tempérament assez solitaire et il n'aimait pas beaucoup la société. Situation instable, disais-je, qui devait bientôt courir à la catastrophe. Saint-Simon et d'autres nous apprennent qu'elle fut victime de nombreuses intrigues de cour. En tant que maîtresse officielle, bien sûr, ça n'était pas forcément bien vu de toute la cour de Turin. Nombreuses intrigues de cour, pardon, et d'une tentative d'empoisonnement même. Enfin, elle contracta une petite vérole qui lui laissa des cicatrices. La fin de la carrière turinoise de cette pauvre comtesse de Verru est assez dramatique. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, Saint-Simon, au bout de 10 à 12 ans de relation avec le duc de Savoie, épuisé
par cette relation, totalement isolée à la cour, elle décide de fuir. Pendant son séjour à Turin, elle profite du séjour d'un de ses jeunes frères, le duc de Luynes, qui était venu lui rendre visite. Saint-Simon reprend pendant son séjour à Turin et ils concertèrent, c'est-à-dire le duc de Luynes et la comtesse de Verrue, ils concertèrent leur fuite et mirent à couvert tout ce qu'elle put. C'est-à-dire qu'elle met quand même, vous le verrez tout à l'heure, une grande partie de ce qui va faire ses collections à l'abri. Ils prirent leur temps que monsieur de Savoie était allé vers le 15 octobre faire un tour à Chambéry et sortirent furtivement de ses états. Elle arriva sur notre frontière avec son frère, puis à Paris, où elle se mit d'abord dans un couvent. Après avoir été reine en Piémont pendant 12 ou 15 ans, elle se trouva ici une toute petite particulière. J'aime bien cette expression de Saint-Simon. Monsieur et Madame de Chevreuse, son frère et sa sœur, auquel Saint-Simon ne donne pas le titre de duc de Luynes, mais ce sont les mêmes, donc qui habitent Dampierre et Paris, le château de Dampierre. D'abord, ne voulurent point la voir. Peu à peu, d'autres, ensuite gagnés par les démarches qu'elle faisait auprès d'eux, ils consentirent à la voir. Peu à peu, d'autres la virent, et quand elle se fut un peu ancrée, dit Saint-Simon, elle prit une maison, donc elle est encore au couvent. Peu à peu encore, dit Saint-Simon, elle reprit les airs de sécurité auxquels elle était si accoutumée, et à force d'esprit, de ménagement et de politesse, elle y accoutuma le monde. Donc on devine qu'après avoir été reine dans le Piémont, Madame de Verrue, après quelques mois un peu de discrétion, s'apprête à redevenir reine à Paris. Saint-Simon va un peu vite néanmoins sur son installation, puisqu'on sait que dans les premières semaines de son retour à Paris, elle s'installe d'abord à Poissy, à l'abbaye de Poissy, dont l'abbesse était sa tante Charlotte de Chaume. Puis à Paris, au courant des filles du Saint-Sacrement, à l'emplacement de l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement actuelle, rue Saint-Louis-au-Marais, c'est-à-dire l'actuelle rue de Turenne, non loin d'un de ses oncles, le prince de Soubise, l'hôtel de Soubise, connaissez bien. Mais elle n'y reste que quelques mois. Le 31 septembre 1701, elle s'installe enfin dans une maison, laquelle dépend du couvent Notre-Dame de Consolation, autrement appelée Bénédictine de la rue du Cherche-Midi. Donc nous voici rue du Cherche-Midi. Ce sera l'hôtel de Verrue. Alors cette maison, la situation était compliquée. La situation de la comtesse de Verrue était compliquée à ce moment-là, puisque femme infidèle, malgré tout, même si elle avait été poussée par son propre mari à cette infidélité, quand on regarde de la religion, elle n'était pas, c'était une pécheresse. En plus, elle avait été partisane, enfin, favorite du duc de Savoie, avec une position politique extrêmement importante qui pouvait gêner tout le monde. Au final, elle fuit presque nuitamment de Turin pour rejoindre Paris. Vous imaginez que sa présence à Paris ne plaisait pas forcément à tout le monde. Son mari était à Paris, le comte de Verrue était à Paris, avec ses deux enfants. Il refusait de la voir. Toute sa famille, c'est-à-dire les Luynes, les Rohan, les Soubise, essayaient d'étouffer l'affaire. Il faut savoir qu'en plus, à cette époque-là, les relations entre la France et la Savoie n'étaient pas vraiment au beau fixe. Après la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le duc de Savoie, qui au début de sa carrière avait été un allié plutôt fidèle de Louis XIV, d'ailleurs il avait épousé une Orléans, le duc de Savoie donc se retourne, ces fameux retournements d'alliance de l'Ancien Régime, contre la France. Donc il combat notamment les armées de Louis XIV pendant la Ligue d'Augsbourg, et puis après, au début du XVIIIe siècle, c'est essentiellement la guerre de succession d'Espagne qui va mettre toute l'Europe à feu et à sang. Le duc de Savoie, dès 1703, un petit peu après cette période-là, mais ça se préparait auparavant, se retourne donc contre Louis XIV et se met au service des armées impériales. Il va s'en suivre assez, je passe un peu euh, sur la période pour vous décrire un peu le tableau. Le duc de Savoie va même voir sa ville, sa capitale Turin, occupée par les armées de Louis XIV. Le comte de Verrue, qui combat du côté de Louis XIV, va voir la forteresse familiale, la rocade du Vernois, à côté de Turin, démantelée par les armées de Louis XIV. Donc on voit un peu la difficulté qu'il y avait malgré tout pour cette famille, pour cette femme, donc qui était à présent à moitié savoyarde, j'allais dire, et à moitié française. Donc la discrétion s'impose de manière évidente, d'où les couvents. Après avoir effectivement vécu dans des couvents, la maison qu'elle trouve rue du Cherche-Midi n'est pas vraiment une maison, enfin c'est pas vraiment une cellule de religieuse. C'est une maison, un ermitage, comme on pouvait dire à l'époque,
qui avait été bâti par cette congrégation, donc des bénédictines du Cherche-Midi, et qui déjà avait été loué auparavant. J'allais dire déjà une autre pécheresse. Je vais vous le raconter. Cette maison du couvent du Cherche-Midi était sans doute confortable, mais sans ostentation et surtout dissimulée derrière les murs du couvent. Sa situation dissimulée était plutôt à l'avantage de ce que cherchait Madame de Vélo. Elle avait une histoire intéressante. Elle avait été habitée jusque-là par la marquise d'Autrive, qui avait trouvé refuge pour cacher une union qui naguère avait provoqué un scandale. Déjà, mariée 3 fois et 3 fois veuve, Françoise de Neuville, donc cette marquise d'Autrive, Françoise de Neuville était la sœur du duc et maréchal de Villeroy. C'est encore une des très grandes familles, très proche de Louis XIV, à laquelle on a un personnage célèbre pour sa grande infatuation. C'est aussi un grand séducteur, ses frasques et son incompétence militaire notoire. Tout le monde était mécontent de lui. Il a perdu nombre de batailles. Malgré tout, il n'a jamais perdu la confiance de Louis XIV. Et le duc de Villeroy, donc, était vraiment très bien placé à la cour. Cette sœur, Françoise de Neuville, donc, pour son deuxième veuvage, elle avait été veuve du duc de Chaulnes, c'est-à-dire un des membres de la famille de Luynes. On reste vraiment dans les mêmes familles. Après son veuvage du duc de Chaulnes, elle décide de choisir un jeune homme, Saint-Maur Charles Saint-Simon, un jeune homme âgé de 29 ans. Elle en avait 42. Ce jeune homme était sans naissance, c'est Saint-Simon qui en parle. Il s'appelle Abel Jean Vigné, marquis d'Autrive. On n'est pas bien sûr qu'il ait été marquis. Elle veut l'épouser et elle l'épouse, mais alliance éclatante, commenta même Madame de Séville. Donc déjà à l'époque, il fallait trouver un refuge, un ermitage pour cacher cette union que la cour ne voulait pas voir. Madame de Trive meurt en 1700 et donc Madame de Véru va prendre sa place dans cet ermitage destiné, croyait-on, destiné à abriter les femmes de mauvaise réputation, ou tout au moins qui avaient perdu leur réputation aux yeux de la cour. Alors, à quoi ressemblait cette maison? Donc, j'en arrive un peu au cœur de mon sujet, puisque l'idée, c'est de vous montrer un peu où habitait Madame de Véru. Ici, on a ce plan, ce grand plan de 1635, un plan très intéressant parce qu'il a été réalisé certainement à la demande des carmes, parce qu'en fait, les bénédictines du Cherche-Midi dépendaient comment dire, de la congrégation des carmes, qui en fait possédait quasiment tout ce qui est le 6e arrondissement actuel. Et comme vous le voyez ici, les carmes essayent régulièrement comment dire, de faire des acquisitions de terrain pour accroître leur terrain, leur domaine. Et puis, c'est aussi l'époque où on ouvre des rues. Donc, en 1635, les carmes demandent un mesurage, comme on disait à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous voyez la souris. Non. Si vous la voyez. Demande un mesurage. Et on se retrouve donc ici, vous voyez, on est rue de Vaugirard. Ici, pardon, c'est rue Neuve, Grand Chemin de Vaugirard. Moi-même, je me trompe. En fait, c'est la rue du Cherche-Midi. La rue du Cherche-Midi, à cette époque-là, s'appelait rue du Cherche-Midi, entre le carrefour de la Croix-Rouge et la rue du Regard. Ensuite, elle s'appelait rue des Vieilles Tuileries pendant un certain trajet. Et enfin, elle s'appelait le Grand Chemin de Vaugirard, la partie qui allait vers le sud de Paris. Donc, les Carmes possèdent tous ces terrains que vous voyez ici, qui sont décrits. Ici, vous voyez là, donc, la rue actuelle du Cherche-Midi. Et ici, vous voyez ce qui va devenir bientôt la rue du Regard, qu'on appelle chemin Herbu. Comme vous le voyez, il y a ici donc comment dire, ce couvent Notre-Dame de la Consolation, couvent des Bénédictines du Cherche-Midi. Il y a quelques bâtiments. Ici, vous voyez le couvent des Carmes qui se trouve là, et le reste n'est pas construit. On se croirait en pleine campagne. Ce mesurage a pour objectif, très certainement, de faire en sorte de pouvoir rectifier le tracé de cette rue, puisqu'il y avait un monsieur de Montrouge qui possédait sur la droite ce grand terrain, dénommé A, et cette petite parcelle ici, là aussi, dénommée A. Ce que les Carmes cherchent à faire, c'est échanger ou acheter ce morceau de terrain de manière à pouvoir poursuivre ce chemin herbu en ligne droite jusqu'à la rue des Vieilles Tuileries, rue du Cherche-Midi. Ce sera fait quelques années plus tard. Est-ce que ça ne veut plus là-dessus? Ouais, ouais. Je remonte un petit peu même. On est en 1635.
Ensuite, je me suis servi, on a peu de plans à l'époque, on a quelques plans dessinés, on a quelques plans gravés, il y en aura beaucoup plus au XVIIIe siècle. Je me suis servi du plan de Bullet et Blondel de 1676. On voit la rue du Regard ici, donc qui a été rectifiée, comme je vous le disais, la rue de Chasse-Midi, parce que la rue de Chasse-Midi s'appelait en fait initialement rue de Chasse-Midi. Et ici, vous avez le couvent, pardon, le couvent Notre-Dame de la Consolation qui est ici. Sur toute cette portion-là, il n'y a pas de bâtiment. En fait, ce qu'il y aurait potentiellement, donc le cartographe n'a pas dessiné ici, c'est l'hôtel d'Autrive dont je viens de vous parler à l'instant. Cet hôtel d'Autrive, on commence à le voir apparaître, si je puis dire, ici, excusez-moi, mais les plans ne sont pas toujours, enfin, sont jamais orientés à l'époque. Donc, quelquefois, il y a le nord à droite, quelquefois c'est à gauche, donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc, ici, vous retrouvez à nouveau la rue du Regard, rue de Carme ou du Regard. D'ailleurs, elle porte à cette époque-là les deux noms. La rue du Cherche-Midi et à nouveau cette enclave du couvent des Bénédictines du Cherche-Midi, avec ce long bâtiment sur la rue. Ça, c'est le plan de Nicolas Defer. Pardon, ça, c'était le plan de Willet et Blondel en 1676, le plan de Nicolas Defer en 1697. Et enfin, arrive, si je puis dire, l'hôtel de Verrue, sur ce plan-là de 1714. On est quelques années après l'installation de Madame de Verrue dans cet ancien hôtel d'Autrive. Et la Caille, donc Jean de la Caille, le cartographe représente ici cet hôtel de Verrue, donc à l'angle de la rue du Regard et la rue du Chasseau. Pour autant, il le représente d'une manière qui n'est pas très satisfaisante. Il le représente de manière assez traditionnelle, et j'allais dire hôtel entre cour et jardin, avec une sorte de portail cela. En fait, l'hôtel ne ressemblait vraiment vraisemblablement pas à cela. On sait que l'hôtel d'Autrive, donc reconstruit par le marquis d'Autrive à la fin du XVIIe siècle, se présentait en fait comme un hôtel en faux parcelle. Il ne donnait pas du tout sur la rue, mais il donnait à l'arrière, avec une cour qui séparait la rue et les bâtiments, parce qu'il y avait des bâtiments qui étaient sur la rue. On sait qu'il y avait par exemple une brasserie dite Cousin, qui donnait sur la rue, à côté du couvent. Enfin, qui était vraiment voisine. Il y avait une autre maison juste à l'angle de la rue du Regard, qui appartenait à un certain Lambert. Et puis, il y avait sur la gauche de la parcelle de la comtesse de Verrue, il y avait un hôtel qu'on a appelé l'hôtel d'Opter. Alors ici, vous voyez sur ce plan de l'île, de Guillaume de Lille de 1716, à nouveau cette rue des Carmes, qui est la rue du Regard. Cette époque-là, on l'appelle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Ici, la rue du Chasse-Midi, donc la rue du Cherche-Midi. Ici, l'enclave du couvent, on voit la chapelle là, et là vous voyez en fait une proposition de restitution beaucoup plus intéressante de l'hôtel. C'était plutôt une maison qui était vraiment à l'arrière et dont les jardins donnaient sur les jardins des Carmes. Ce plan de la grille de 1728 le montre peut-être de manière encore plus fidèle, j'allais dire, puisqu'on voit, alors il faut imaginer bien sûr que les cartographes en général représentent certains des bâtiments, mais pas tous les plus importants, les plus prestigieux, mais pas forcément tous les immeubles de rapport ou tous les commerces qui sont bâtis sur la rue. Donc ici, vous voyez sur cette portion, donc, une flèche. Vous voyez à nouveau Notre-Dame de Consolation, qui pour le coup là est bien séparée de l'hôtel de Verrue. Vous voyez ici hôtel de Verrue qui est écrit. L'hôtel de Verrue, c'est ce bâtiment-là, donc qui est vraiment à l'arrière de la parcelle. Je reviens. Donc, je me dépêche parce que je commence déjà à être en retard. On a été sur les plans. Sur les quelques éléments dont nous disposons pour décrire l'hôtel des Hautes-Tripes. Alors, il y a des documents d'archives, des beaux notamment, qui ont été passés entre les Carmes et les Hautes-Rives, qui permettent d'en savoir plus. C'est une maison bâtie en fond de parcelle, disais-je, qui donne sur le terrain des Carmes, en maison entre cour et jardin, attenant le dit couvent et la rue du Cherche-Midi. Un passage lui donne accès depuis la rue par une porte cochère jusqu'à la cour de l'hôtel. Elle était pourvue d'une galerie de peinture. On sait que le marquis d'Autrive était lui-même collectionneur de peinture. Des immeubles la séparent de la rue, notamment la brasserie Cousin et deux corps de maison Lambert que j'ai évoqué à l'instant, et à gauche l'hôtel d'Opter. Donc Madame de Verrue s'installe dans ce bâtiment en 1701. Elle est arrivée fin d'automne 1700 de Turin. Après ces quelques semaines passées dans des couvents, elle s'installe dans cette maison au mois de septembre 1701. On a le bail par lequel elle achète à vie, comme on disait, c'est une location. En fait, elle verse une certaine somme d'argent à charge pour elle de faire toutes les améliorations
dans l'hôtel qu'il faudra, même reconstruction partielle, ce sera le cas, et à sa mort, l'hôtel reviendra. Donc, Madame de Véru s'installe dans son hôtel en 1701. 3 ans plus tard, alors elle est grillée à ce moment-là. Son mari, le comte de Véru, personnage assez détestable, enfin, qui n'est pas content de la voir à Paris, lui fait signer une convention à cette époque-là, convention extrêmement sévère, où elle a notamment interdiction de sortir au spectacle, de sortir à l'opéra, de sortir à la comédie. Elle a le droit d'aller se promener au cours ou dans les jardins le matin, mais jamais après-midi. Elle doit toujours rentrer avant 9 heures du soir. Et elle n'a même pas les clés de sa maison, puisque c'est les carmes, pardon, les bénédictines du couvent qui doivent lui ouvrir la porte ou lui fermer la porte le soir. En plus de cela, ses fenêtres sont grillées. Ah, peut-être les fenêtres du rez-de-chaussée, ou pas, je ne sais pas. Ce qui d'ailleurs va amener à comment dire, cet épisode assez célèbre. 3 ans plus tard, le comte de Véru meurt, soulagement pour sa femme. Je vois que Mandela dit ouf. En 1703, il meurt à la bataille d'Auerstadt, une des batailles de la guerre de succession d'Espagne. Il meurt avec les armées de Louis XIV, enfin, il faisait partie des armées de Louis XIV. Et à ce moment-là, nous dit Saint-Simon dans une formule qui a été souvent retenue, la mort de son mari dégrilla Madame de Véru. Elle est enfin libérée. Alors en fait, la carrière mondaine et de collectionneuse de Madame de Véru va commencer à partir de 1704, à partir de la mort de son mari. Et les aménagements qu'elle va faire petit à petit dans son hôtel commencent aussi à partir de cette époque-là. Elle commence d'abord par dégriller les fenêtres, c'est une chose. Ensuite, elle fait toute une série d'interventions pour isoler complètement l'hôtel du couvent qui est voisin, en construisant un mur notamment. Bien sûr, elle condamne les portes de communication entre les deux terrains. Elle elle possède toutes les clés pour rentrer librement dans son hôtel. Elle commence à se livrer à ce moment entièrement à sa passion collectionneuse. On ne sait pas exactement la date de ses acquisitions, ni ce qu'elle a rapporté de Turin. On sait que le duc de Savoie, alors je ne vais pas m'appesantir sur le duc de Savoie, mais le duc de Savoie, dit Saint-Simon, s'est montré fort piqué du départ de la fuite de sa maîtresse. Pour autant, il a gardé d'excellentes relations avec elle. Lui était un homme du monde, j'allais dire, contrairement à son mari. Il lui a continué de lui envoyer de l'argent et il a entretenu une correspondance assez fidèle, assez assidue avec la comtesse de Véru, encore pendant 3 ans, jusqu'en 1706, parce qu'à ce moment-là, les relations entre la Savoie et la France commencent vraiment à devenir extrêmement compliquées. Et donc, le duc de Savoie finit d'avoir une relation épistolaire avec sa femme à ce moment-là. On est dans une période, alors Madame de Savoie, Madame de Véru, pardon, commence à être libérée. Par malheur, j'allais dire, on rentre dans une période assez triste pour la France, pour Paris, pour la cour. Elle rêvait sans doute de revenir aux meilleures positions. Mais à partir de 1704 et jusqu'en 1715, c'est un peu les années noires du règne de Louis XIV, comme vous le savez. Il était tombé sous la coupe de Madame de Maintenon, qu'il avait épousée. La cour s'éteignait, disent plusieurs mémorialistes de l'époque, complètement à Versailles. Et en fait, la cour, les cours, les sociétés les libres et intéressantes, si je peux dire, se déplaçaient ailleurs. Madame de Véru ne va donc pas chercher à revenir à Versailles. Y aurait-elle été acceptée? Je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être parce que malgré tout, elle avait une histoire qui était compliquée. Ancienne maîtresse du duc de Savoie, que bien sûr Louis XIV ne voulait plus voir. Elle n'y était pas forcément bien accueillie. Et donc, elle va se rapprocher de toute une société nouvelle qui existe à Paris à ce moment-là. Je pense par exemple à celle du duc d'Orléans, qui va devenir régent en 1715 et qui anime autour de lui une société propre comment dire, à promouvoir des idées nouvelles, aussi bien philosophiques qu'économiques ou politiques. On arrivera assez vite au système de Las. Et donc, Madame de Véru va s'entourer de personnages que l'on connaît assez bien à cette époque-là, sur lesquels je vais revenir dans un instant, plutôt des industriels, plutôt des commerçants. On pense à Jean de Julienne, on pense à Jean-François Lérigé de la Faille, qui était une des personnalités influentes de cette époque-là. Je fais partie plutôt, j'allais dire, du clan qui va devenir le clan Las et Régent.
mais aussi du clan de Bourbon, tous ces gens qui vont d'ailleurs profiter beaucoup du système de l'As au moment de la Régence. Madame de Véru, d'ailleurs, elle-même va faire fortune, pas plutôt accroître sa fortune à cette époque-là. J'en reviens à mon bâtiment, parce que la découverte dont je voulais vous faire part, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, Madame de Véru s'est installée dans cet hôtel qu'elle fait améliorer et qu'elle essaye d'agrandir. Elle est assez riche à cette époque-là. Dans ces années-là, jusqu'en 1720, elle va faire de très bonnes affaires, notamment avec le système de l'As. Et donc, elle va spéculer. Elle va acheter beaucoup de bâtiments, de terrains autour de son hôtel avec l'idée de l'agrandir et de l'améliorer. Et donc, vous avez ici le plan dit plan Turgot, ou plan Bretèze, qui date de 1734-1739, donc à la fin de la carrière de, pardon, de Madame de Véru. Vous voyez ici donc la rue du Cherche-Midi. Alors là, c'est orienté encore de manière différente. Vous voyez ici le départ de la rue du Regard, ici, et vous voyez l'hôtel de Véru qui se trouve là. Là, sur ce plan, alors même si là aussi il est un peu arrangé par les dessinateurs, on voit bien qu'il y a des bâtiments sur la rue qui séparent l'hôtel de la rue. Vous voyez ici l'hôtel d'Opter que je vous ai signalé tout à l'heure. On voit ici parfaitement le couvent. On voit la chapelle du couvent qui est dessinée par derrière. L'hôtel de Véru, en fait, se présente comme une sorte de bâtiment un peu baroque, constitué de plusieurs bâtiments accolés et qui n'a pas véritablement, comment dire, de caractère. Alors, en fait, ce que la comtesse de Véru essaye de faire à partir de cette époque-là, c'est de racheter des bâtiments pour pouvoir reconstruire complètement un hôtel à sa, comment dire, selon sa volonté. On est en 1719, là, le plan est le plan de 1734. On est en 1719 et donc elle, comment dire, passe un contrat avec les Carmes, qui sont propriétaires de ces terrains, pour acheter, avec ce système du bail à vie, toute une série, tout un terrain, et en fait c'est le terrain qui se trouvait ici, tout ce terrain de l'angle de la rue du Regard, cette grande parcelle en triangle et cette grande parcelle ici, pour y faire bâtir deux hôtels, deux nouveaux hôtels, elle a besoin de deux hôtels déjà, qu'on va appeler après, abusivement dans l'historiographie, Grand Hôtel de Véru et Petit Hôtel de Véru. Celui qu'on appelle Petit Hôtel de Véru existe encore. C'est juste à côté, vous pourrez aller le voir tout à l'heure, c'est au 1 rue de Regard. Et donc, elle convoque pour cela l'architecte Thierry-Victor Dailly, l'architecte qui travaille beaucoup pour les Carmes, qui avait œuvré notamment pour comment dire, restructurer les alentours de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et donc, Thierry-Victor Dailly propose deux plans pour un grand hôtel de Véru, celui-ci, et un petit hôtel de Véru, vous avez ici. Et donc, les Carmes profitent de cette opération pour, de leur propre chef, j'allais dire, faire construire trois hôtels ici, sur ce qui est la rue du Regard, trois nouveaux hôtels par le même architecte Dailly. Donc, Dailly, au final, aurait dû construire 5 hôtels. Madame de Véru devait avoir les deux premiers. Les autres, ça ne la concernait pas, mais c'est les Carmes qui devaient le construire. Il en a résulté que dans l'histoire de la description de ce bâtiment, on a souvent dit qu'à cette époque-là, Madame de Véru a fait construire ces deux hôtels parce qu'ils ont existé, effectivement, même s'il a été détruit, et qu'elle y a habité. En fait, il n'en est rien. Là, c'est la légende du plan du premier étage des deux hôtels que les révérends pères des Carmes vont faire bâtir pour Madame de Véru, la comtesse de Véru, sous la conduite de Dailly, architecte. Tiens, c'est signé Dailly. Ce document est daté de 1719. Je tiens votre attention sur le fait qu'ils disent que vont faire bâtir ces hôtels. Et en fait, vous avez ici, pardon, où est-ce que j'ai mis ça? Et en fait, il y a un autre document, un autre plan. Alors, chez les historiens qui sont intéressés au sujet, on a beaucoup dit qu'on ne conservait pas de plan de l'hôtel de Véru tel qu'elle l'avait habité au début du XVIIe siècle. En fait, il y a aux Archives nationales un grand plan qui était connu des historiens. Pas pourquoi ils l'ont mal lu ou mal interprété, en tous les cas. Je vous lis ici, j'ai fait la retranscription de sa légende. Plan du terrain que le révérend père des Carmes abandonne à la comtesse de Véru, où devait être bâti, c'est pas vont être bâti, mais où devait être bâti un des deux hôtels, à la place duquel est une basse-cour consistant en 3 remises. Ensuite, l'hôtel est décrit. Ce qui est marqué en rouge signifie ce que doivent faire
les révérends pères Carme. Ce qui est tracé en noir marque la maison de Madame la comtesse de Verru. Ce qui est en noir marque l'ancienne maison de Marquis de Toucy. Ce qui est en jaune marque le plan où devait être bâti l'autre hôtel de Madame la comtesse de Verru, lequel devait être bâti par Monsieur Day. Alors en fait, on possède toute une série de plans qui sont contradictoires, des plans de 1719 avec l'idée de construire les 5 hôtels que je vous ai signalés tout à l'heure, mais en 1719-1720, si vous vous le rappelez bien, c'est la banqueroute de l'As. Après les 3 années d'épanouissement, d'effervescence économique de Paris à ce moment-là, le système de l'As fait banqueroute. Les billets qui avaient été émis jusque-là, vous savez, c'est l'invention des billets de banque, n'ont plus aucune valeur du jour au lendemain, et beaucoup de gens se trouvent ruinés. Ce n'est pas le cas de la comte de Verru, qui a réalisé ses bénéfices juste avant. Ce n'est pas le cas non plus du duc de Bourbon. On n'hésiterait pas à parler de délit d'initié aujourd'hui. En revanche, c'est le cas de d'autres, et notamment souvent des congrégations religieuses. Et on sait que les congrégations religieuses ont été parmi les premières victimes de cette banqueroute de l'As. Donc en fait, Madame de Verru avait passé un contrat juste avant, en 1719, promettant de verser 170 000 livres pour la construction de ces 2 hôtels. L'année d'après, c'est la banqueroute. Elle a versé déjà un acompte de 30 000 livres, mais la banqueroute fait que les Carmes n'ont plus l'argent, ne peuvent plus disposer de cet argent pour faire construire les hôtels. Le contrat est rompu. Madame de Verru, en plus, attaque en justice, qui était assez audacieuse malgré tout, parce qu'elle avait elle-même plutôt gagné de l'argent, mais attaque les Carmes en demandant, parce qu'elle demande qu'on construise ces hôtels, comme il n'y a plus l'argent promis qu'il a disparu, puisque les billets ne valent plus rien, donc il arrive à une négociation, et cette négociation, ça correspond donc à ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire la construction non pas d'un hôtel, mais la construction d'une galerie. Je reviens sur le texte qui était là, qui est précis, consistant donc consistant en 3 remises de blue carrosse, une écurie de 8 chevaux, rogné au-dessus du jardin, et le plan de la galerie. Et en fait, c'est cette galerie qui est intéressante parce que vous voyez que sur le premier plan initial, l'hôtel, je vais arrêter de désigner avec mes doigts, l'hôtel était un hôtel assez traditionnel, si je puis dire, tel qu'on l'imagine. Il se trouvait là. Ça, c'est le petit hôtel de Verru, ça, c'est le grand hôtel de Verru. Et en fait, juste après, comme vous voyez, c'est pas celui-là, juste après, voilà, vous arrivez à ce plan, qui est le plan que je vous ai signalé tout à l'heure, où en fait, il n'y a plus d'hôtel, même si on l'imagine bien à son emplacement. Là, il y a encore une maison qui préexiste, qu'on n'a pas démolie. C'est la maison que je vous ai signalée tout à l'heure, la maison Lambert. Et on voit donc les écuries qui vont être construites pour Madame de Verru, en compensation, j'allais dire, de ce qu'elle n'aura pas eu. Et puis on voit sur tout ce bâtiment, cette aile de bâtiment, qui est la galerie, qui est construite à l'arrière de l'hôtel d'Autry. Alors, beaucoup d'historiens, Michael Zanto notamment, Rochelle Liskin, regrettent de ne pas avoir de plan de l'hôtel d'Autrive. En fait, on l'a de manière très parcellaire, puisqu'ici, c'est la partie noire qui est signalée sur la légende, donc qui décrit l'hôtel d'Autrive, l'hôtel de Verru, donc maintenant, tel que Madame de Verru l'habite à cette époque-là. Alors, il est incomplet, on imagine qu'il y a d'autres bâtiments qui vont de ce côté-là, mais on voit que c'est un bâtiment qui est assez étroit. En fait, ce que Madame de Verru va obtenir à cette époque-là, c'est la construction de ce bâtiment adossé à l'arrière. Ici, vous avez ce plan donc, qui est avec 2 systèmes de retombes, comment dire, enfin il y en a plusieurs, mais au moins 2 systèmes de retombes sur la galerie. Là, vous avez le plan au rez-de-chaussée. Faire une manipulation manuelle. Ça, c'est le plan du premier étage avec la galerie. C'est la galerie qui doit être importante parce que c'est elle qui va accueillir les peintures, la collection de peintures de la comtesse de Verru. Et puis, c'est le 2e étage, vous voyez les retombes qui se rabattent. Là, c'est le 2e étage. Je voudrais revenir un instant, puis après, je vais un peu galoper parce que je commence déjà à être en retard, sur cette galerie. Cette galerie est extrêmement importante parce que c'est ce qui va permettre à Madame de Véry de trouver un peu d'espace, j'allais dire, dans ce nouvel hôtel. Et c'est sans doute dans cette partie du bâtiment qu'elle va faire les aménagements les plus à la mode de l'époque. Alors, on sait de l'hôtel de Verru, que je vous signale, le grand hôtel de Verru,
vous allez le voir ici en image, il est construit réellement après la mort de Madame de Véru. Euh, c'est ce que le document des archives nous montre, par exemple. Vous voyez ici un autre document d'archives. Ça, c'est dans les liasses qui sont liées aux biens confisqués comment dire, aux congrégations religieuses à la Révolution. Et vous voyez ici Beau-du-dit hôtel depuis qu'il est rebâti en 1741. Là, on parle de l'hôtel de Véru. Donc, en fait, l'hôtel tel qu'il devait être bâti en 1719 n'a pas été bâti du tout du vivant de la comtesse de Véru. Elle meurt en 1736. Et donc, en revanche, juste après, les Carmes font construire l'hôtel. Donc, le grand hôtel de Véru n'a jamais été habité par la comtesse de Véru. Alors, cette galerie que vous voyez ici a une histoire. Bon, c'est la galerie dans laquelle la comtesse de Véru a présenté ses collections, mais elle a aussi une histoire liée à une œuvre d'art extrêmement célèbre, qui est le plafond conservé aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs, un plafond sur stuc, mais qui a été déposé en 1929, attribué à Claude III-Audran, qui était un des peintres décorateurs les plus importants de l'époque, maître de bateaux. On est vraiment dans le cercle des amateurs de bateaux, des collectionneurs de bateaux. Ce plafond fait 6 mètres de long par 3 mètres de large. Alors là, vous l'avez, il vous donne l'impression d'être complètement plat, mais il faut l'imaginer, il est remonté au plafond au musée des Arts Décoratifs, mais il faut l'imaginer assez important. Ce plafond a été retrouvé d'abord par Alfred de Champeau, un historien de l'art aussi assez célèbre, qui le publie en 1898 et qui évoque l'hôtel de Véru, en disant l'hôtel a conservé son grand portail, décoration intérieure a totalement disparu. Mais il ajoute, il faut, pour retrouver un souvenir de ce que l'on appelait la Dame de volupté, donc Madame de Véru, il faut s'adresser au 8 de la rue d'Assas, où il existe un pavillon qui communiquait autrefois avec l'hôtel de Véru. On y voit un petit boudoir oblong dont le plafond ovale est décoré d'arabesques sur fond blanc. Aux extrémités de la composition sont 2 médaillons peints sur toile, etc. Et là, il décrit le plafond. Ce plafond peu connu qui mériterait les honneurs de la gravure est peut-être le plus délicat spécimen de singerie que nous connaissions. En 1907, on détruit l'hôtel de Véru. Je vais vous montrer sur plan tout à l'heure. Il ne reste plus rien de l'hôtel de Véru. À la fin du 19e siècle, donc, Alfred de Champeau retrouve ce plafond dans une partie des bâtiments qui sont à l'arrière de la parcelle. Curieusement, à cette époque-là, avant que le plafond soit démonté, le plafond est démonté en 1929, le marquis de Breteuil, pour son hôtel particulier qu'il fait bâtir sur l'avenue Foch, l'avenue du Bois, qui est devenu l'ambassade d'Irlande depuis, fait bâtir par Paul-Ernest Sanson un nouvel hôtel particulier, et il fait réaliser une copie fidèle du plafond de l'hôtel de Véru dans cet hôtel de Breteuil. Plafond qui n'était visible de personne, parce que il faisait partie, c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, de l'immeuble des éditions Hatier, au tout début de la rue d'Assas, au 8 rue d'Assas. Et donc, en fait, où se trouvait ce petit cabinet oblong dans lequel il y avait ce plafond? On sait que ce plafond appartenait à l'hôtel de la comtesse de Véru. On le sait par les textes, on sait que c'est elle qui l'a commandé. Alors, c'est là où je vais essayer de faire une démonstration qui, j'espère, vous convaincra. Vous avez ici un nouveau plan, donc le plan de Jao 1765, qui vous montre l'hôtel de Véru tel qu'il se présentait à l'époque, c'est-à-dire construit comme l'architecte Dailly voulait le faire. Et on voit ici, sur cette petite partie, ce qui certainement est resté de la galerie que Madame de Véru avait construite. Madame de Véru avait construit à l'arrière de son hôtel d'Autrive, donc une galerie qui donnait sur les jardins. L'hôtel d'Autrive, très vraisemblablement, comme on imagine, là, a été démoli ou démantelé après la construction de l'hôtel de Véru, mais il est resté cette galerie qui est visible ici. Cette galerie, on la retrouve encore dans le plan Wernicke de 1793, de manière plus claire. Vous avez ici l'hôtel de Véru et vous avez ici comme flottant ce bâtiment qui est en fait la galerie construite en 1721 pour Madame de Véru. Et donc là, je vais un peu plus vite. L'Atlas Vassereau de 1804 montre la même chose avec le percement de la rue d'Assas. La rue d'Assas a été ouverte en 1798 et la rue d'Assas ampute l'hôtel et tous les hôtels adjoignés voisins d'une grande partie des jardins. Et ici, vous avez un montage fait avec l'Atlas Vassereau par M. Devedjian, que je ne connais pas personnellement, mais qui œuvre beaucoup pour faire des restitutions, notamment en 2D et en 3D de bâtiments disparus.
Et vous voyez parfaitement à quoi ressemble l'espace. Ici, c'est légendé. Donc, vous avez le grand hôtel de Verrue, cette galerie qui est ici. Et ici, c'est l'ancien hôtel de Verrue, hôtel d'Autrive, qui se trouve là. Le percement de la rue d'Assas, on voit comment il peut altérer complètement comment dire, les arrières du bâtiment. Et puis, en petite incise, à quoi ressemblaient les jardins de l'hôtel de Verrue à cette époque-là, avant le percement de la rue d'Assas, avant le percement du boulevard Raspail. La rue d'Assas, elle est déjà percée. On a une série de 4 aquarelles d'un certain Antoine de la Rousière, un artiste tout à fait obscur, mais il se trouve qu'il habitait rue de Beaune, il habitait dans l'hôtel de, rue du Regard, pardon. Il habitait dans l'hôtel de Beaune, qui est au 7 de la rue de Beaune, qui est sur les terres. Et il a, en 1850, réalisé 4 paysages qui montrent le terrain depuis ses fenêtres, donc vers l'est. Donc, c'est exactement ce terrain des Carmes, si je puis dire, que je vous ai montré tout à l'heure, avec les jardins des hôtels particuliers au premier plan. Et ici, vous avez les Carmes, et puis à l'arrière, vous apercevez les tours de Saint-Sulpice. On voit ici, c'est les 4 saisons. Je vous montrer l'hiver, parce que sans les feuilles, on voit un peu mieux les paysages. On imagine l'ancien hôtel d'Autrive qui est ici. Et ici, vous avez l'été. Et puis la catastrophe arrive avec le futur percement du boulevard Raspail à partir du Second Empire et pendant toute la Troisième République. Et si vous avez ce plan dit des travaux de 1868, où on voit l'hôtel de Verrue qui est devenu entre-temps hôtel des conseils de guerre, je ne m'appesantirai pas sur ce sujet-là, il a été réhabilité donc en administration militaire et en prison, de même d'ailleurs que le couvent qui était en face est devenu une prison militaire. Et vous voyez ici donc la rue d'Assas qui est ici, la rue de Regard qui est ici. Ici, vous avez l'ancien hôtel de Verrue, les jardins qui allaient jusque-là. Et là, en rouge, c'est le tracé du boulevard Raspail. Donc, on voit que le boulevard Raspail est amené à faire démolir complètement l'hôtel de Verrue qui est ici, et puis tous les bâtiments de la rue de Michel-Schmidi qui se trouvaient à cet endroit-là. Mais ce que l'on voit, qui est intéressant sur ce plan, c'est qu'on voit que l'hôtel de Verrue qui est ici, et à l'arrière, il y a des bâtiments qui ont déjà été démolis, et vous avez ce pavillon ici, qui est à l'extérieur de l'emprise du boulevard Raspail. Et très certainement, donc, ce plafond a été conservé dans ce pavillon-là. Ce qui explique que maintenant, enfin, qu'en 1929, il était visible depuis la rue d'Assas et qu'en fait, il appartenait à l'hôtel de Verrue. Alors ici, je vous montre quelques photographies d'hôtel de Verrue avant sa destruction, photographie par Eugène Adjet. Le portail, la cour intérieure, un marteau de l'entrée. Vous avez des photos de quelques éléments mobiliers intérieurs qui ont été démontés, mais qui ont été, non pas perdus, ils ont été déposés au musée Carnavalet à cette époque, au début du siècle, en 1907. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il faut savoir que beaucoup des éléments de ce type-là, ferronnerie, étaient souvent déposés au musée et ensuite pouvaient être réhabilités, réutilisés dans d'autres immeubles qu'on construisait ou dans des administrations ou dans des immeubles qu'on réhabilitait. Dans les cas, ils ne se trouvent pas au musée Carnavalet. Et vous avez cette cheminée, un détail amusant. Vous avez dit que l'hôtel de Verrue était devenu hôtel des conseils de guerre. Il faut savoir qu'au début du XIXe siècle, une certaine famille Fouché, un monsieur Fouché qui était greffier, habite dans l'hôtel des conseils de guerre. Ce monsieur Fouché, c'est le père d'Adèle Fouché, la future femme de Victor Hugo. Et en 1822, donc Victor Hugo fait son repas de noces, c'est le 12 octobre 1822, exactement, chez ses beaux-parents, dans l'hôtel de Verrue, et il va même y passer sa nuit de noces. Alors, l'Ugolomania, si je puis dire, a tellement sévi qu'au début du XXe siècle, on a imaginé qu'il fallait garder un souvenir de cet épisode prestigieux qui était le mariage de Victor Hugo et de sa femme, d'Adèle Fouché. Et donc, on a démonté la cheminée de la pièce où avait lieu ce repas de noces, et elle est remontée aujourd'hui au musée Victorin. Le portail de l'hôtel de Verrue, lui, a été démonté pour être remonté dans le parc du château de Gers, en Essonne. Vous savez, ce château un peu à côté des temples, pas très loin des temples, où ont été remontés beaucoup de folies des châteaux de l'époque. Alors, je voulais évoquer le cercle de Madame de Verrue. Je vais y aller très rapidement pour vous montrer déjà des personnages. Le Victor Amédée II de Savoie, ici représenté par Martin van Metzen, avec qui elle va garder beaucoup de relations. Victor Amédée, premier prince de Carignan, qui va devenir son gendre, en fait. Personnage haut en couleur aussi, qui va faire fortune pendant le système de l'As, qui est banni
de Turin par le duc de Savoie pour toutes ses frasques, et notamment il était extrêmement dépensier, grand séducteur, grand coureur de femmes, extrêmement dépensier. Il va se réfugier à Paris, il va graviter avec tout ce monde qui fait fortune à cette époque-là. Il va faire fortune à plusieurs reprises, il va se ruiner à plusieurs reprises, il va complètement se ruiner à la fin de sa vie, mais c'était le genre de Madame de Véru, et elle le couchera d'ailleurs sur son testament. Le frère de Madame de Véru, Louis-Joseph d'Albert, prince de Grimbergen, j'avais écrit tout un texte là-dessus, que je n'ai pas le temps de vous lire. Le comte d'Albert, lui, a eu une aventure tout à fait exceptionnelle, un peu comme sa sœur, puisqu'il s'est retrouvé, il s'est mis au service, lui, du duc de Bavière. Et le duc de Bavière lui a fait épouser sa maîtresse pour lui donner de la convenance, en quelque sorte. Le comte d'Albert, qui n'avait pas d'argent, c'est pas de tous les cadets de ses familles, a accepté. Et donc le mariage s'est fait en 1715 à Compiègne. Toute la cour, là aussi, a un peu frémi d'horreur de voir un membre de la famille de Luynes épouser la maîtresse antique, parce qu'elle n'était pas encore du duc de Bavière. Mais ça fera sa fortune à lui, puisqu'il aura position et argent dans l'avenir. Et puis après, tous ceux qui ont fait l'histoire de cette époque chahutée, le comte de Lassay, l'hôtel de Lassay d'aujourd'hui, c'est l'hôtel qui a été construit pour le comte de Lassay, voisin de l'hôtel de Bourbon, qui était l'hôtel que la duchesse de Bourbon, duchesse douairière, veuve de Bourbon, avait fait construire. Les deux étaient amants. Donc l'hôtel de Lassay était voisin de l'hôtel de Bourbon pour mieux rapprocher les amants. Le comte de Lassay et la duchesse de Bourbon ont été des grands spéculateurs dans le cadre du système de Lasse. La duchesse de Bourbon que je vous présente ici, un peu plus jeune. Le duc de Bourbon qui devient Premier ministre après la mort du régent en 1723. Duc de Bourbon qui est très proche là aussi de la comtesse de Véru. Et puis tous ces hommes d'affaires, alors on n'a pas toujours des portraits, c'est le même problème qui se pose à la fin de la conférence. Jean-Baptiste Gluck de Saint-Port. Je vais juste terminer sur ces personnages qui sont assez peu connus. La famille des Gluck de Saint-Port, la famille des Julienne, qui crée une peinturerie à côté des Gobelins. Il y a certains bâtiments d'ailleurs qui existent encore, qui sont intégrés dans la manufacture des Gobelins, qui font fortune donc dans la peinture à cette époque-là, qui montent une entreprise. Et alors, c'est toute une famille. Vous avez, initialement, il y avait Jean Gluck et son beau-frère François et Julienne. Et après, il y a les enfants des deux branches, si je puis dire, qui vont prospérer. Du côté Gluck, il y a Jean-Baptiste Gluck qui se fait baron de Saint-Port un peu plus tard, extrêmement riche, un homme très important dans le milieu économique et dans le milieu du commerce de l'art et des collectionneurs, grand collectionneur, un de ceux qui ont aidé Watteau aussi au début de sa carrière. Ici, vous avez son château, on n'a pas de portrait de lui, son château de Saint-Assise qui existe encore sur la route de Fontainebleau. Jean-François Lériger de la Faille, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui lui aussi est une personnalité extrêmement importante de cette époque-là, qui est dans les meilleurs thèmes avec notre comtesse de Véru, qui le qualifie dans son testament comme son meilleur ami. On ne saura pas dire on ne saura pas ce que cela veut dire. Jean-Baptiste de Saint-Port, lui, était l'amant en titre, j'allais dire, de la comtesse de Véru. Saint-Simon dit même qu'ils se sont mariés, il dit même de manière un peu méchante que personne, que tout le monde le sait, mais qu'elle-même voudrait que personne ne le sache. Jean-François Lériger de la Faille et son château ici, le château de Condé-en-Brie, ce sont des endroits que la comtesse de Véru a fréquentés. Jean de Julienne, qui est un des cousins des Gluck, qui lui est le grand amateur, promoteur de l'œuvre de Watteau, comme vous le savez. Et alors, j'ai fait quelques diapositives encore. Bon, là, je passe sur Meudon. La comtesse de Véru a acheté un pavillon à Meudon. Le pavillon existe encore. Comme tout ce qui lui a appartenu a disparu, mis à part ce pavillon, je voulais quand même le signaler. Et puis les collections, alors, vraiment, je terminerai là, parce que je suis déjà très en retard. La comtesse de Véru était une collectionneuse extrêmement importante. À sa mort, elle avait plus de 400 tableaux. Elle avait une collection enfin, la collection de livres s'est vendue en 389 numéros, en lots, pardon. Mais les lots comprenaient plusieurs livres. Au total, on estime plutôt aux alentours de 30 000 livres qu'elle conservait aussi bien à Paris qu'à Meudon. Elle avait une collection de 1800 intailles. Elle avait une collection de pierres gravées aussi de première importance, collection de meubles. Elle se fournissait apparemment chez les meilleurs ébénistes de l'époque, puisque la description de son appartement dans l'inventaire après décès signale que ces livres sont conservés dans des armoires qui sont en plaquage de bois précieux.
un peu à la façon de boule. Et puis il y avait les collections de peinture et les tableaux. Alors, les tableaux, ça n'est pas n'importe lesquels, comme vous le voyez, parce que le portrait de Chaque homme d'Angleterre d'Anton van Dyck, qui est aujourd'hui au Louvre, était accroché au milieu de cette galerie que je vous ai montrée tout à l'heure. À sa mort, elle lègue à beaucoup de ses amis les plus proches ces tableaux. Tableaux de Van Dyck et tous les tableaux du même côté de la galerie, dit le Testament, sont légués au comte de la Seine. Le comte de la Seine n'était pas pauvre. Je pense qu'il était malgré tout très heureux de voir arriver cette collection de peinture, qui est passée par plusieurs collections avant d'arriver dans les collections royales. Il y avait les tableaux de Rembrandt. Ici, celui-ci, légué par Lérigé de la Faille, par des échanges de collections d'un amateur à l'autre. Lérigé de la Faille meurt plus tôt que la comtesse de Verrue, et il a légué donc à son amie, la comtesse de Verrue, certains de ses tableaux. Et donc, ce tableau a été légué à la comtesse de Verrue, et ensuite la comtesse de Verrue le lègue au baron de Saint-Port, au baron Gluck de Saint-Port. C'est la Sainte Famille qui est au. Pardon. Oui, j'ai les images, ça va. Cette conversation de Rubens, qui était donnée comme un original, qui était en fait devenue une copie, tableau extrêmement important pour l'histoire de l'art de l'époque, parce qu'il a influencé Watteau et qui se trouve à Munich, qui a été légué au prince de Carignan, son gendre. Nicolas Poussin, l'inspiration du poète, je termine. Légué au comte de la Seine. Claude Gelée, vendu en 1737. Et puis ici, vous avez les autres tableaux. Un tableau d'un artiste rare à Paris à cette époque-là, Murillo. Elle possédait tout le tableau de Murillo, légué lui aussi au comte de la Seine. Et puis Watteau, je terminerai avec ça, parce que je n'ai pas eu le temps de développer sur cet aspect-là. Parmi toutes ces sociétés qui essayent de promouvoir un nouveau système économique, de pensée, de philosophie, on est à l'aube des Lumières, une nouvelle peinture aussi, un nouveau genre de peinture. Autour de la comtesse de Verrue, il y a aussi la promotion d'un nouvel art, et notamment autour de Watteau et tous les émules de Watteau. La comtesse de Verrue a été une des premières collectionneuses de Watteau. Elle possédait 2 tableaux de Watteau, peut-être d'autres qu'elle avait revendus entre-temps. On sait que son genre, le prince de Carignan, possédait aussi 2 tableaux de Watteau. Alors, on ne sait pas s'ils ont été achetés directement à Watteau, qui est mort en 1721, mais c'est malgré tout probable. Et donc, il faut voir vraiment cette comtesse de Verrue comme non seulement une femme de grande influence à l'époque au niveau politique, au niveau économique, au niveau littéraire, du point de vue de la collection, mais vraiment une des reines, si je puis dire, de la société de l'époque. Alors je termine, c'est un peu un clin d'œil, malgré tout, avec ce tableau, l'enseigne de Gersaint, qui a appartenu au baron de Saint-Port, Jean-Baptiste de Saint-Port, que je vous ai signalé tout à l'heure, et ensuite appartenu à Jean de Julienne, qui l'a fait graver, et qui après a été vendu donc au roi de Prusse. C'est pour ça qu'il se retrouve aujourd'hui à Berlin, comme vous le savez. Ce tableau n'a pas appartenu à la comtesse de Verrue, mais on a dit, ça fait un peu partie des légendes, mais je trouvais assez joli de terminer là-dessus. Watteau, qui fréquentait très évidemment la comtesse de Verrue, on a dit dans la littérature, ça n'a jamais été prouvé, ça n'est pas prouvable, que cette femme ici, à l'arrière-plan, vous voyez, de dos, vêtue de noir, comme une veuve, en train de regarder un tableau attentivement, pouvait être un portrait de la comtesse de Verrue, mais de dos. Je ne pouvais pas vous montrer au début du repas de ma conférence le portrait de Madame de Verrue parce que aucune attribution n'est convaincante. Peut-être que je vous le montre à la fin de ma conférence, mais de dos. Pardon. Un grand merci pour cette conférence, José. Est-ce que, une question, vous pouvez faire un salle, mais est-ce que ce goût lui est venu parce qu'elle était à Turin ou est-ce que c'est familialement qui lui est venu pour les collections, la peinture autre hein, ou la bibliophilie? Une des particularités de sa collection, en fait, c'est qu'elle correspond à ce qu'on appelle une collection princière, une collection royale. Ça n'est pas du tout un de ces collectionneurs, comme il y en avait à l'époque, qui achètent selon la mode pour meubler des cabinets. Elle constitue véritablement une collection telle qu'il pouvait y en avoir dans les palais royaux de l'époque. Donc, pour vous répondre, c'est un peu les deux à la fois. C'est une collection princière. Elle en a pris goût certainement à la cour de Savoie, puis aussi par sa famille, parce que sa famille était aussi extrêmement importante parmi les mines. Avez-vous des questions? Je peux prendre une ou deux questions? Oui, ça va. Et merci. Simplement,
choisi. J'avais une question pour la présentation. J'avais une question sur les enfants de la comtesse de Verruc. Oui. Est-ce que c'est des choses elles, eux, je ne sais pas, et le cas des chances, notamment ses descendants, de nous illustrer un peu plus tard à la Révolution française. Je demande à elle qui nous est chère, c'est deux. Alors, en France, maintenant, oui, elle a eu des enfants, donc elle a eu, qui ont survécu, notamment 2 enfants du duc de Savoie et 2 enfants du comte de Verruc. Les 2 enfants du duc de Savoie, l'aîné est décédé. La fille, Marie-Victoire de Savoie, donc, a été mariée au prince de Carignan, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, de cette lignée, ça ne rejoint pas l'aspect républicain que vous évoquiez, monsieur, au contraire, puisque c'est de cette lignée que vont naître ceux qui vont devenir les rois d'Italie. Puisqu'en fait, la branche aînée des Savoies va s'éteindre à la fin du XVIIIe siècle, et les Savoies vont donc être relevés par la branche cadette, celle des Savoies de Carignan. Donc, la comtesse de Verruc est l'ancêtre de tous les rois d'Italie. Ça, c'est pour les 2 enfants du duc de Savoie. Les 2 enfants, enfin, les enfants du comte de Verruc. Donc, les 2 sont devenues religieuses. Et les 2 femmes sont devenues religieuses. L'une est devenue l'abbesse de l'abbaye au bois. L'abbaye au bois qui était juste à côté aussi, puisque c'était l'emplacement du carrefour Sèvres, là où il y a la rue Villette-Récamier. Pour la petite histoire, l'abbaye au bois a été, après la Révolution, transformée. Villette-Récamier y a vécu. C'est pour ça que la rue s'appelle rue Villette-Récamier. Mais tous les bâtiments ont après été démolis au XIXe siècle, hélas, donc il ne reste plus rien. L'abbaye aux Bois est une des institutions d'enseignement religieux les plus prestigieuses du XVIIIe siècle. Et donc, cette abbesse de l'abbaye aux Bois, qui avait ses appartements d'ailleurs dans l'hôtel de Verruc, chez sa mère, la comtesse de Verruc, donc était très bien dotée, si je puis dire, quoique étant abbesse. Et puis l'aînée de ces 2 filles était religieuse aussi. Elle est devenue religieuse de l'abbaye de Caen, l'abbaye aux Dames de Caen, l'abbaye de la Trinité de Caen. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est amusant de savoir si vous allez à Caen de temps en temps, il y a non loin de l'abbaye une rue qui s'appelle la rue de Verruc, en souvenir de l'abbesse qui avait donc dirigé l'abbaye au début du XVIIIe siècle. Et puis après, pour répondre plus précisément à votre question, non, il n'y a pas comment dire, de personnalités qui se sont illustrées, que ce soit en France d'ailleurs ou en Italie, sauf les rois d'Italie que j'ai évoqués à l'instant, de manière particulière à la fin du XVIIIe siècle. Non, non. Un second influence, et moi je suis fascinée par ça. Parce que l'HDS, et je suis aussi fascinée par les bijoux. C'est marqué que l'expliquer dans les bijoux, le pierre, etc. Est-ce qu'il y a des traces de ces bijoux, ces collections, quelque part? Oui. Pardon. Les collections de la comtesse de Verruc, une grande partie donc, a été donnée à ses amis. Alors, je vais citer les tableaux qui ont été donnés. Il faut savoir que dans le testament, elle a aussi donné beaucoup d'objets d'art, de bijoux, de listres en cristal, enfin tout ce qui avait de la valeur à cette époque-là, à ses amis les plus proches. Le comte de la Seine, notamment, aussi a reçu des broches en argent. Mais après, il y a eu les ventes. Il y a eu plusieurs catalogues de ventes qui ont été élaborés. Et le prestige, je puis dire l'importance de la collectionneuse a fait que très souvent, effectivement, on a pu retracer le parcours de ces objets. Alors, c'est le cas pour les tableaux, c'est le cas pour les objets d'art. Pour les bijoux, personne ne s'y est encore intéressé, mais ça doit être possible. Je pense que ça doit être possible parce que la provenance comtesse de Verruc était tellement importante, tellement appréciée en quelque sorte, qu'en général, on ne la perdait pas. Donc, quand quelqu'un achetait un bijou qui venait de la comtesse de Verruc, c'était rappelé ultérieurement dans la vente qui suivait si elle devait se défaire de ce bijou. Donc c'est possible, personne n'y s'est intéressé encore. J'ai évoqué la biographie sur la comtesse de Verruc, on s'est intéressé à ses peintures, on s'est intéressé à ses intailles, et une jeune historienne de l'art qui fait un travail universitaire sur sa collection d'intailles, on s'est intéressé à ses livres, mais il y a encore d'autres aspects sur lesquels on peut se pencher, donc si ça vous tente, allez-y.
il est vrai que son inventaire après décès est un maître, son inventaire après décès est un maître inventaire qui fait à peu près, je sais pas, une dizaine de centimètres d'épaisseur, hein, donc, 1000 pages, j'ai lu Oui, quelque oui. part, oui. bien, bah, écoutez, très grand merci José pour cette présentation. C'est dommage qu'il n'en reste pas grand-chose, qu'il n'y ait même pas de portrait sûr de Madame de Véru, mais vous nous avez fait rêver, à la fois en nous la montrant de dos et également quand même en retraçant l'histoire de ces hôtels, même s'il n'en reste pas grand-chose. Très grand merci à vous. Bravo.